J'ai le plaisir et l'honneur de demander au docteur Amélie Barré de venir nous rappeler les anorectites infectieuses sexuellement transmissibles à connaître. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je vais donc vous parler des anorectites infectieuses sexuellement transmises à connaître et vous allez voir, c'est un grand sujet d'actualité. Les infections sexuellement transmissibles, ou anciennement dénommées maladies vénériennes, sont connues depuis des siècles et pour preuve, ce traité datant de 1766 avec approbation et privilège du roi. Toutefois, elles restent un problème de santé publique majeur de nos jours, de par leur incidence accrue. Et en effet, depuis la fin des années 90, début 2000, on voit une recrudescence des infections sexuellement transmissibles avec une réapparition de certaines infections qui avaient disparu. Pour preuve, cet article du New England Journal of Medicine qui parlait de l'émergence, voire de la réémergence des infections sexuellement transmissibles. L'atteinte anorectale connaît également un regain depuis 20 ans et elle touche essentiellement les hommes ayant des relations sexuelles avec les hommes. Il existe bien sûr des infections croisées avec le VIH et d'autres infections qui sont très fréquentes. Les formes asymptomatiques ou non diagnostiquées sont fréquentes et participent à la propagation de ces infections. Les populations à risque d'anorectite sexuellement transmise sont dominées par les hommes ayant des relations sexuelles avec les hommes, et on le voit facilement sur ces deux graphiques qui ont montré l'évolution du nombre de cas en haut de syphilis et en bas de gonococcique selon l'orientation sexuelle. La couleur orange qui se détache largement est la population d'hommes homosexuels. Les autres populations à risque sont les personnes vivant avec le VIH, les patients sous prophylaxie pré-exposition par le VIH, les personnes ayant des rapports non protégés, partenaires sexuels multiples ou l'utilisation de drogues lors des rapports sexuels, comme le chemsex, mais également les personnes issues des milieux de la prostitution et en cas d'antécédents personnels d'IST. Pour parler plus précisément de la population des patients sous PrEP, donc la PrEP, c'est un traitement antirétroviral. Le plus souvent, c'est le Truvada qui est donné, qui peut être pris en continu ou à la demande, en prophylaxie d'une infection par VIH. Elle est disponible en France depuis 2016. Et plusieurs études se sont intéressées à cette population et au risque d'IST. Je vous ai détaillé deux études, une étude canadienne rétrospective avec donc une population d'hommes homosexuels sous PrEP. Cette étude avait montré une augmentation du taux d'IST dans les 12 mois après l'initiation du traitement par PrEP avec un risque relatif d'1,7 et les utilisateurs de PrEP avaient également un risque 2 fois plus élevé d'IST. Une étude australienne longitudinale ayant inclus beaucoup plus de patients, 2981 patients, publiée dans JAMA en 2019, retrouvait également une augmentation de l'incidence des IST chez les patients ayant débuté la PrEP. Au final, c'est une population plus à risque puisque l'utilisation du préservatif ne se fait plus, mais c'est également une population mieux dépistée. En effet, l'utilisation de la PrEP, dans les recommandations, il est nécessaire de réaliser un dépistage trimestriel des sérologies syphilis, VIH, mais également d'une PCR gonocoque et chlamydia sur les 3 sites, anus, gorge et urine. Le mode de transmission anorectale se fait par un rapport anal réceptif non protégé, coït anal, sexualité oro-anale, digito-anale ou le partage d'objets sexuels contaminés. Les principaux agents des IST anorectales sont dominés par les bactéries et les virus. Les anorectites bactériennes, on va retrouver Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Treponema pallidum, mais également le Mycoplasma genitalum, Shigella et Campylobacter, plus rare mais pas complètement anodin. Concernant les virus, bien sûr, l'herpès virus simplex, la famille des papillomavirus et le monkeypox ou variole du singe dont Mélanie nous a parlé. Enfin, certaines IST ou rectites peuvent être d'origine parasitaire et de transmission sexuelle, Anthemoeba histolytica, donc l'amibiase, et Giardia lambia. Bien sûr, les co-infections sont fréquentes et il n'est pas rare chez un même patient de retrouver du gonocoque, du chlamydia et de l'herpès. Le diagnostic d'anorectite d'origine sexuellement transmise est assez facile à faire, mais encore faut-il y penser. 3 éléments. Le premier, c'est l'interrogatoire. Comme vous avez vu, il faut cibler la population à risque et donc c'est
un élément important à demander à l'interrogatoire. Également, les rapports anaux non protégés à risque. Les symptômes vont être dominés par le syndrome rectal, avec des émissions glérosanglantes, des faux besoins, ténesme, douleur rectale ou constipation. Peut être associé de la fièvre, une dysurie ou la découverte d'une adénopathie. Le deuxième élément est l'examen proctologique, qui sera rarement, voire jamais normal. On peut voir au niveau de la marge anale notamment des ulcérations, des érosions, la présence de vésicules ou de condylomes ou parfois des abcès. Le toucher rectal est souvent très douloureux. C'est des patients qu'on a du mal à examiner. Il n'est pas rare de parfois faire le diagnostic lors d'un examen sous anesthésie générale. Et l'anuscopie fera le diagnostic le plus souvent avec la mise en évidence d'une rectite d'aspect et d'intensité variables avec la présence de glaire ou de pus. Et enfin, le troisième élément indispensable au diagnostic, ce sont les prélèvements microbiologiques. L'écouvillonnage rectal, qui permettra de réaliser une PCR multiplexe pour rechercher le gonocoque, chlamydia et mycoplasme, les sérologies, syphilis, mais également les hépatites virales, les prélèvements locaux avec la recherche de l'herpès et du monkeypox par PCR, et autres, la coproculture et l'examen parasitologique des selles. Le traitement, selon les recommandations américaines et européennes, doit être réalisé après la réalisation des prélèvements microbiologiques. En cas de forte suspicion, avec une rectite symptomatique, le traitement peut être débuté sans attendre les résultats et doit être empirique en ciblant le gonocoque et le chlamydia. L'association d'une C3G, la rocéphine, à la dose de 500 mg selon les recommandations américaine, mais plutôt 1 g en Europe en intramusculaire, et la doxycycline à la dose de 200 mg par jour pendant 7 jours. Je vais maintenant vous parler de manière un peu plus détaillée des principales anorectites que nous, on rencontre. La gonococcie, c'est l'IST bactérienne la plus fréquente. La durée d'incubation est de, en moyenne, 48 heures, mais peut aller jusqu'à 7 jours. La forme classique, c'est la rectite aiguë, avec des symptômes souvent bruyants. Douleurs, épreintes, faux besoins, des émissions purulentes, parfois sanglantes, des patients difficiles à examiner. Et l'anuscopie mettra en évidence une rectite, avec ou sans ulcération superficielle, recouverte de sécrétions purulentes. Il existe bien sûr des formes atténuées, peu symptomatiques, mais on retrouve quand même toujours une rectite lors de l'anuscopie. Il n'est pas rare de trouver des formes compliquées et au niveau de l'anus, on peut avoir des abcès, voire de véritables fistules anales liées au gonocoque. Le diagnostic se fait par l'écouvillonnage rectal et le traitement, dont je vous ai déjà parlé, est la ceftriaxone, 1 g en intramusculaire. Il est recommandé de réaliser une culture du gonocoque en raison de l'apparition récente de souches résistantes aux antibiotiques. La chlamydiose anorectale, c'est la deuxième IST bactérienne liée à Chlamydia trachomatis. Il faut savoir qu'il y a plusieurs sérovars de chlamydia. Les sérovars D à K, qui sont responsables des anorectites qu'on va dire simples, et le sérovar L, qui va être responsable de la lymphogranulomatose vénérienne. Comme vous pouvez voir sur le graphique, on voit la répartition. Donc le bleu, c'est les rectites de sérovar non L. Donc on observe, ça commence en 2004 et à la fin, c'est en 2015. Donc vraiment une augmentation exponentielle presque du taux de rectite à souche non L. Pour la lymphogranulomatose, la croissance est plus lente, mais on observe un petit décroché depuis 2012. La période d'incubation est de 2 à 60 jours. Dans les formes d'anorectite à sérovar non L, le plus souvent, les symptômes sont discrets, parfois asymptomatiques. Et le diagnostic peut se faire seulement au moment d'un examen avec une rectite un peu érythémateuse ou des pseudo-fissures anales. La lymphogranulomatose vénérienne, je pense que c'est l'entité d'anorectite qu'il faut connaître de par la sévérité des atteintes qu'elle peut créer, mais également parce qu'il peut y avoir des erreurs, voire des errances diagnostiques, car elle peut mimer des maladies. On assiste depuis 2003 à une réémergence de cette maladie, qu'on appelle aussi maladie de Nicolas Favre. Elle touche essentiellement la population homosexuelle, infectée par le VIH, et 3 phases cliniques sont décrites. La première, qui passe inaperçue, c'est la lésion primaire anale, à type de papule non indurée, érosive, indolore et transitoire.
La deuxième, ce sont les lésions secondaires qui apparaissent 2 à 3 semaines après. Et là, le tableau va être un peu plus parlant avec l'apparition d'adénopathie inguinale inflammatoire, d'une fièvre, d'une asthénie, des émissions mucopurulentes. À ce stade, en onoscopie, on peut mettre en évidence des ulcérations larges et creusantes pseudo-crâniennes. Un autre diagnostic qui peut être évoqué à ce stade est le lymphome, devant l'altération de l'état général et les adénopathies multiples. Et enfin, les lésions tertiaires, en l'absence de traitement, qui peuvent donner des sténoses anorectales pseudo-tumorales et des suppurations péri-anorectales. La littérature et le nombre de cas cliniques sur la lymphogranulomatose vénérienne ces dernières années est clairement en augmentation. Et je vous ai mis, puisque récemment, en mai 2023, il y a eu dans la revue de coloproctologie de la SNFCP un cas clinique d'un homme de 50 ans qui présentait une tumeur rectale sténosante, pour lequel initialement tout le monde se pensait à une tumeur. Finalement, c'était une lymphogranulomatose vénérienne. Le diagnostic se fait également par un écouvillonnage rectal. La sérologie n'a pas d'intérêt, sauf peut-être pour la lymphogranulomatose vénérienne, où sa forte positivité plaiderait en faveur du diagnostic. Le traitement repose sur la doxycycline, 200 mg par jour pendant 7 jours pour le sérovar non-L et doit être prolongé à 21 jours dans la lymphogranulomatose vénérienne. La syphilis anorectale, c'est probablement la plus vieille IST, mais liée à Treponema pallidum, mais on assiste également à sa résurgence. En 2021, 3300 cas diagnostiqués en France, probablement les chiffres en deçà, puisque la syphilis n'est plus une maladie à déclaration obligatoire. Et les formes polymorphes des lésions secondaires peuvent notamment être sous-diagnostiquées. La co-infection avec le VIH est fréquente. La présentation et le diagnostic sont difficiles. C'est bien pour ça qu'on l'appelle la grande simulatrice. Au niveau anal, la phase primaire correspond au chancre anal qui apparaît 10 à 80 jours après un contact, sous la forme d'une ulcération superficielle à fond propre, marginal, unique et souvent indolore. Donc c'est la photo de gauche. Et ensuite, la phase secondaire, 6 à 8 semaines après la disparition du chancre, vont apparaître des lésions cutanées, muqueuses marginales ou périanales, très contagieuses, maculeuses puis papuleuses, qu'on appelle les syphilides. En cas de doute ou dans un contexte de diagnostic d'autres IST, il faut faire cette sérologie syphilis TPHA-VDRL et qui posera le diagnostic. L'herpès, brièvement, je pense que tout le monde connaît. Donc c'est fréquent, ça peut être lié à HSV1 ou 2. Souvent, la clinique est parlante, des douleurs intenses, une sensation de brûlure. À l'examen, des éruptions vésiculaires puis ulcérations planes multiples et confluentes. Il peut y avoir de la fièvre, une dysurie. Le diagnostic est essentiellement clinique. On peut parfois s'aider d'un prélèvement local sur une vésicule par une PCR pour faire le diagnostic. Les papillomavirus, donc je vais vous parler essentiellement des lésions bénignes de papillomavirus, condylome acuminé, qui sont liées essentiellement à HPV 6 et 11, le plus souvent asymptomatiques ou découverts fortuitement sur un prurite, la palpation d'un relief. Les lésions sont des lésions blanchâtres ou rosées, de petite taille, de la marge anale ou endocanalaire. Le diagnostic est essentiellement clinique également. Le traitement repose sur des traitements chimiques par des crèmes de 5-FU ou des traitements mécaniques avec une destruction par coagulation. Le mycoplasme génitalum, c'est la 3e cause d'urétrite sexuellement transmise chez l'homme, mais son rôle pathogène dans l'anorexite reste débattu et pendant longtemps n'a pas été beaucoup étudié. Le portage asymptomatique est très fréquent au niveau urétral et rectal dans la population HSH. L'atteinte est souvent peu marquée, la rectite est peu sévère et donc en cas d'anorectite symptomatique, il faut penser au mycoplasme génitalum, mais en deuxième intention après avoir éliminé une infection à chlamydia et gonocoque. Le traitement reposera sur l'azithromycine et devant une augmentation de la résistance du mycoplasme aux macrolides et quinolones, un diagnostic de certitude s'impose avant de débuter un traitement antibiotique. L'émergence de transmission sexuelle, de pathogènes entériques, jusque-là plutôt pas vus au niveau du rectum, mais notamment au sein de la communauté homosexuelle, des rectites à Campylobacter, Shigella, Giardia lambia, Anthemoeba histolytica. Le tableau est plutôt
bruyants, avec le plus souvent un syndrome dysentérique, diarrhée sanglante, fièvre, douleur abdominale. Le diagnostic se fera par des coprocultures ou examens parasitologiques des selles. Finalement, je vous en parle parce que je pense que diagnostiquer une shigellose chez un homme homosexuel impose de réaliser un dépistage des autres IST. Et puis, ça alerte un petit peu la communauté d'infectiologie puisqu'il y a l'apparition de souches résistantes aux antibiotiques, notamment dans la shigellose. Je vais ensuite, pour finir, vous parler de la prévention. Et donc, je vous parle de la prévention 1.0, qui est la prévention actuelle et qui reste de rigueur. C'est l'utilisation systématique du préservatif avec de nouveaux partenaires, le dépistage systématique en cas de prise de risque, le traitement des cas et des partenaires sexuels, la réalisation de cultures et d'antibiogrammes pour surveiller la sensibilité des souches, la vaccination HPV par garde d'asile qui est recommandée chez les filles et les garçons entre 11 et 14 ans et dans la population des hommes homosexuels jusqu'à 26 ans révolus. Mais finalement, à l'heure de la libération de l'acte sexuel, de la PrEP, du côté désuet du préservatif, finalement, il fallait parler de la prévention 2.0 et de la prophylaxie post-exposition. 2 essais randomisés récents, l'un français, l'autre américain, publiés dans le New England Journal of Medicine tout récemment en 2023, ont montré l'efficacité d'une prophylaxie post-exposition par doxycycline à la dose de 200 mg à prendre dans les 24 à 72 heures après un rapport sexuel non protégé. La population des 2 études était une population à risque d'hommes asséchés sous PrEP ou de patients infectés par le VIH dans l'étude américaine. Et ces 2 études ont montré une réduction significative des infections à chlamydia, syphilis et gonocoque. La prévention 2.0, c'est aussi la vaccination. Finalement, il existe un lien de parenté antigénique entre le Neisseria gonorrhoeae et le Neisseria meningitis, donc la méningite. Et des études sembleraient montrer qu'une protection du vaccin méningocoque de sérogroupe B contre la gonorrhée. Une étude californienne a montré en effet une réduction de 46% du taux d'infection à gonocoque chez les patients qui avaient reçu un vaccin méningocoque de sérogroupe B. Quand on mixe les deux, on a la prévention 2.0 avec l'essai Doxivac français, non encore publié mais présenté dans des congrès d'infectiologie. C'est une étude dont l'intérêt était d'évaluer dans un essai croisé randomisé la prophylaxie de la doxycycline sur la prévention des IST bactériennes, d'une part, et d'autre part, le vaccin méningocoque B, BEC0, qu'on fait chez l'enfant, pour la prévention de la gonorrhée. Donc, toujours dans le cas d'une population à risque, avec des antécédents notamment dans les 12 mois d'IST. Concernant la doxycycline, même résultat que dans les 2 essais randomisés, on observe une réduction du risque d'IST à chlamydia et syphilis de presque 80%. Quand on regarde au niveau de l'anus, je ne sais pas si vous voyez bien, mais le taux est également significatif avec un risque relatif à 0,35. Pour le vaccin méningocoque, pareil, une réduction de 51% du risque d'infection à gonocoque. Les données au niveau de l'anus ne sont pas significatives. Les questions que peuvent se poser cette prévention 2.0, c'est premièrement le risque de résistance aux antibiotiques chez des patients qui vont parfois prendre au long cours des antibiotiques, les effets secondaires de cette prise au long cours d'antibiotiques et également les prélèvements microbiologiques qui pourraient être faussés par la prise d'antibiotiques. Et c'est vrai qu'il n'est pas rare que nous, on ait des tableaux qui nous font évoquer une IST, on a une rectite, on fait un prélèvement et le prélèvement revient négatif. Et ça, c'est un problème. Le plus souvent, on vous l'avoue, on les traite comme s'ils avaient une infection, même si le prélèvement est négatif. Les points forts, j'espère vous avoir convaincu que finalement les IST anorectales n'ont pas disparu, voire même l'incidence est croissante. L'émergence de nouvelles infections, et notamment l'épidémie récente de monkeypox le prouve. L'interrogatoire, il est essentiel pour identifier les populations à risque. Il faut prélever, dépister, traiter rapidement, rechercher les co-infections. La prévention passe par l'utilisation du préservatif et peut-être dans ces quelques mois, années, les prophylaxies post-exposition et la vaccination.
Et pour finir, je vous laisse juste ce tableau récapitulatif que vous aurez le temps de lire tranquillement, qui rappelle les grandes IST et leur traitement. Je vous remercie. Merci Amélie. Y a-t-il des questions? Nadia, devant. Merci Amélie pour cette présentation très complète. En fait, ma question est pour le chlamydier. On a rarement le sérotype à une semaine. Donc du coup, qu'est-ce que tu fais? Je suis d'accord. En fait, le sérotype, c'est... Enfin, jusque-là, il fallait l'envoyer à Bordeaux. Oui. On n'avait pas les retours. En fait, ce qu'on fait, si j'ai une rectite qui est symptomatique, que je vois une atteinte en anuscopie, moi, je les traite comme une lymphogranulomatose vénérienne et je fais 21 jours de traitement. D'accord. Si j'ai pas de symptômes, que j'ai une petite rectite, c'est vrai que je pourrais faire juste 7 jours. Mais... Alors, deuxième question, au vu du caractère parfois asymptomatique de beaucoup d'infections, IST chez les HSH, quand on les traite d'autres choses, hémorroïdes, d'autres pathologies, est-ce que tu fais un prélèvement systématiquement? Est-ce que tu mets de la doxycycline en disant, ça peut retarder la cicatrisation, parce que c'est des situations qui sont quand même assez fréquentes. Donc je pense qu'il faut être vigilant sur l'utilisation quand même des antibiotiques, parce que, bon, je n'ai pas trop détaillé, mais il y a quand même pas mal d'alertes sur les taux de résistance. Moi, si lors de ma chirurgie, je vois une muqueuse un peu érythémateuse, des glaires, clairement, je vais faire la recherche et je les traiterai. Après, l'avantage des patients sous PrEP, c'est qu'ils ont des dépistages tous les 3 mois. Et c'est vrai que je pense que ceux-là sont mieux surveillés et en fait, il y a beaucoup de diagnostics qui sont faits alors qu'ils sont asymptomatiques et qui sont traités avant que nous, on les voit. Une question? J'ai 2 petites questions. Une question pratique. Après les infections à gonocoque, effectivement, dans certains cas, on voit des abcès fistuleux liés au gono. Récemment, j'ai même vu une double fistule anale authentique. On les traite par antibiotiques, en particulier donc la rocéphine, et puis on peut les revoir dans un certain nombre de cas avec une fistule qui s'autonomise. Donc ça, c'est la première question. Est-ce que vous avez la même analyse? Moi, j'ai l'impression qu'elles s'autonomisent presque toujours et qu'il faut les opérer. Ouais. Et la deuxième question, c'est après une IST bactérienne, type ulcération ou ulcération anale ou rectite infectieuse avérée, vous conseillez de les revoir, ces patients, à distance du traitement, et combien de temps après? Moi, ma crainte, en fait, et c'est souvent d'ailleurs quelque chose que je constate, c'est qu'on voit arriver des condylomes avec ce décalage de diagnostic entre l'IST bactérienne initiale et l'apparition des condylomes, en particulier en endocanalaire. C'est dans votre expérience, c'est fréquent? Donc pour la première, pour l'histoire du gonocoque, je suis d'accord. En fait, parfois, on se dit qu'en traitant avec la ceftriaxone, on voit qu'il y a un abcès, on les traite, et puis on a bon espoir que la fistule guérisse, mais finalement, le plus souvent, en fait, la fistule est bien là, et il va falloir l'opérer comme une fistule cryptoglandulaire. Et pour la deuxième question sur est-ce qu'on revoit systématiquement les patients, alors moi c'est vrai que je les revois s'ils restent symptomatiques surtout. Après c'est quand même une population qui se dépistent, on va dire, font des autodépistages, et c'est vrai que quand même sur les condylomes, ils sont assez, ils reviennent rapidement nous voir, ils sont assez stressés dès qu'ils perçoivent une petite excroissance, donc voilà, c'est vrai que s'ils sont symptomatiques, je les revois, et puis s'il y a des symptômes qui apparaissent dans l'intervalle également. Bien, on va passer à la communication suivante pour respecter l'horaire.